Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi la France a perdu en 1870, 1940 et 1914. Et oui, 1914 est un cas particulier. On finit par gagner après 4 ans de lutte acharnée face à l'Allemagne, mais il aurait pu et surtout dû en être autrement. J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Vous pensez peut-être que ces défaites n'ont rien à voir les unes avec les autres. Détrompez-vous. Il existe une véritable continuité historique entre ces différentes dates, c'est-à-dire qu'il y a des raisons, parfois similaires, qui expliquent ces défaites. Faisons un petit voyage dans le temps et remontons en 1870. Bon, je ne vais pas épiloguer, mais la France est dirigée par Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, qui a rétabli l'Empire. Il a su moderniser l'économie française et l'industrialiser, et il confie la tâche au baron Haussmann de faire à la ville de Paris le joyau qu'elle est devenue. D'un point de vue militaire, ce qui nous intéresse, l'armée française est la première armée du monde. Entre 1852 et 1870, elle va triompher à de nombreuses reprises. Pendant la guerre de Crimée de 1853 à 1856, avec son allié britannique, elle va gagner la Russie. La seconde guerre de l'opium, qui va opposer la Chine à la France, à l'Empire britannique, que nous allons gagner. La guerre de Cochinchine, où la France va conquérir et commencer à coloniser la Cochinchine, c'est-à-dire le sud-Vietnam. La campagne d'Italie en 1859, où la France a aidé le royaume de Sardaigne à former l'unité italienne en gagnant contre l'Empire d'Autriche. Bon, l'intervention française au Mexique, c'est un autre cas de figure, puisque environ 30 000 soldats français vont devoir tenir un territoire grand comme le territoire du Mexique, ce qui se soldera par un retrait des troupes françaises au bout de 6 années, malgré une succession de victoires militaires sur le terrain. Malgré toutes ces victoires, la France perd en 1870 face à la Prusse et les différents États allemands. Mais pourquoi donc ? On peut dire déjà que la France et les Français sont victimes du complexe de l'autruche. Mais de quoi s'agit-il ? Bon, vous voyez une autruche qui met sa tête dans le sol pour ne rien voir et ne rien écouter. Ben, c'est un peu l'image et c'est un peu ça. C'est-à-dire que les Français, à cette époque-là, ont trop confiance en eux. Ils ont un sentiment de supériorité bien trop élevé. On appelle la France, après tout, la grande nation. Ils ont l'impression d'être le peuple le plus ingénieux et le plus génial, le meilleur du monde. Ce qui se traduit concrètement par une sorte de cécité mêlée à de l'arrogance, un sentiment de supériorité bien trop prégnant, qu'on conjugue avec une conformité idéologique dans l'autre strate administrative, politique et militaire, c'est-à-dire on suit la pensée dominante et on fait preuve d'une certaine paresse intellectuelle, en particulier au niveau militaire. Pourtant, malgré tout cela, il y a l'exemple du colonel Stoffel, qui est un attaché militaire français envoyé à Berlin justement par Napoléon III, qui s'inquiète du renouveau de la puissance militaire allemande depuis la victoire de la Prusse face à l'Empire autrichien en 1866, la bataille de Sadowa. Et donc il va envoyer le colonel Stoffel comme attaché militaire à Berlin, et celui-ci va littéralement bombarder Paris de notes et rapports pour alerter du danger prussien. Et il propose tout simplement la modernisation de l'armée et la préparation à la guerre, que ce soit d'un point de vue matériel et moral. Il écrira notamment « Notre désordre impétueux a réussi contre les Autrichiens, mais il pourrait en être autrement contre des troupes solides comme le sont les troupes anglaises ou prussiennes, et les regrets arriveront effectivement trop tard. » Il est pourtant un proche de l'empereur, et il partage les mêmes vues que le nouveau ministre de la guerre, le maréchal Niel, lequel veut aussi moderniser l'armée. Napoléon III est toujours le maître à bord, seulement il est malade, suffisamment pour justement avoir du mal à prendre de nombreuses décisions à de multiples reprises, et il a modernisé son empire, qui est devenu l'empire libéral depuis 1860, ce qui fait que ce n'est plus lui qui décide de tout. Il va commettre de nombreuses erreurs diplomatiques. Bon, là je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite précédemment. Et donc, malgré son point politique et l'influence dont font preuve ces hommes, c'est-à-dire le ministre de la guerre, le maréchal Niel et le colonel Stoffel, ils seront combattus, caricaturés, raillés et n'arriveront pas à leur fin. Et donc la réforme de l'armée qui est prévue, elle accouchera d'une souris, et la France va subir une lourde défaite face à la Prusse en 1870. Le Second Empire chute et la France perd une partie de son territoire, comme vous le savez. Venons-en en 1940. Quel est l'état de la France et de l'Europe ? La France a triomphé lors de la Première Guerre mondiale, mais elle a perdu beaucoup d'hommes et le nord du pays est détruit. Un puissant courant d'opinion pacifiste va naître et prospérer dans l'entre-deux-guerres. La crise financière de 1929 va toucher les économies des pays développés et va affecter la France a posteriori.
De cette crise va émerger en Allemagne Hitler qui va accéder au pouvoir. Il va très rapidement remilitariser son pays à vitesse grand V. La Russie soviétique, dirigée par Staline, n'a pas de bonnes relations diplomatiques avec le reste des pays d'Europe et va même s'allier à l'Allemagne nazie à la veille du second conflit militaire. La carte de l'Europe a été redessinée à l'issue de la Première Guerre mondiale, ainsi plus d'empire austro-hongrois pour faire contrepoids à la puissante Allemagne dans l'Europe centrale. Le maintien de la paix repose d'une part sur le caractère pacifique ou non des peuples européens et d'autre part sur la capacité de la France et de son allié britannique de la faire respecter. Progressivement, l'Allemagne hitlérienne devient une véritable menace. Que fait la France pour réagir? Rien. Pourquoi? Là encore, complexe de l'autruche. On a peur de gaspiller le sang des Français, on est convaincu que la nouvelle guerre sera longue et coûteuse, on veut se protéger derrière la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est une série de fortifications qui protège le nord de la France. Or, justement, elle n'a pas été construite au niveau de la frontière avec la Belgique et à une certaine partie du territoire, où il y avait la forêt notamment des Ardennes, là où les Allemands sont justement passés. Il va y avoir un processus de fossilisation de l'armée française qui va être causé par le conservatisme de ces vieux chefs, d'où le retard d'une guerre. C'est-à-dire qu'on refuse de voir la guerre moderne qui arrive, la supériorité technique et militaire du char, les nouvelles possibilités de l'aviation, et on n'écoute pas les Cassandres. L'exemple de Gaulle il est assez frappant, qui ne va pas être écouté, contrairement à von Manstein. On peut dire que c'est son alter ego allemand, qui lui va être écouté directement par Hitler. De Gaulle lui théorise une armée mécanisée, c'est-à-dire une armée motorisée autour d'unités de blindés qui serait dans la guerre à venir la véritable arme capable de produire une rupture du front ennemi. Il écrit l'ouvrage vers l'armée de métier où il développe ses vues, notamment la création d'une armée professionnelle. Il souligne le rôle capital du char, comme je viens de le dire, et le rôle de l'aviation. Il s'oppose aux conceptions défensives de l'état-major français qui vise à s'abriter derrière la ligne Maginot et au contraire prendre l'initiative pour surprendre et vaincre l'ennemi. Je rajoute à cela que l'armée de métier et cet emploi d'une armée moderne, d'une armée professionnelle à des vues offensives est aussi conforme à la diplomatie française, parce que la France est garante de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des multiples États de l'Est européen, alors que justement avec une armée centrée autour de la ligne Maginot, quelque part c'est donner les mains libres à Hitler pour faire ce qu'il veut, tandis qu'avec une armée modernisée et offensive, là on est en position d'intervenir et donc d'empêcher toute velléité agressive de la part d'Hitler, en tout cas de tuer son projet dans l'œuf. Bien entendu, le livre de Charles de Gaulle sera mal reçu par le monde politique et militaire. Il existe aussi une cause institutionnelle à cette défaite en 1940. Comme vous le savez, le régime parlementaire est un régime parlementaire d'assemblée, ce qui signifie en gros que les majorités se font et se défont assez rapidement. Et donc concrètement, c'est dur d'avoir une continuité politique et donc d'engager les réformes qu'il faut ou qu'il faudrait mettre en place. Tout simplement parce que les politiques sont plus préoccupés qu'autre chose à sauver leur peau ou à essayer de faire tomber le gouvernement pour devenir ministre. Et on éprouve aussi les difficultés économiques à redresser l'économie, contrairement à nos voisins. On rentre en crise plus tard et on sort en crise économique plus tard que nos voisins. Contrairement par exemple à l'Allemagne ou au Japon qui vont eux au contraire redécoller. Le plan de Gamelin, de Maurice Gamelin, le chef d'état-major de l'armée, est aussi catastrophique. Le président du conseil, Paul Reynaud, dira de lui: c'est un préfet, c'est un évêque, mais ce n'est à aucun degré un chef. Pourquoi le plan de Gamelin était catastrophique? Il va envoyer les meilleures divisions et les blindés, les divisions mobiles, en Belgique, au niveau de la rive gauche du Rhin, tandis que le centre du dispositif français est faiblement défendu. Or, c'est justement à ce niveau-là que les Allemands vont frapper. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Les Français libres et de Gaulle vont sauver l'honneur de la France et nous ont permis de faire partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Avant que l'on se quitte, revenons brièvement à 1914. Les connaisseurs de l'histoire de France se souviennent que nous avons échappé de peu à la catastrophe. Qu'en est-il réellement? Globalement, on fait face à une impréparation de l'armée française à la guerre qui arrive, là aussi. On manque de pièces d'artillerie et la conception de l'attaque à outrance est complètement en décalage avec la nécessité d'une guerre moderne. C'est-à-dire qu'on en est encore à l'idée de la charge à baïonnette de fantassins français en effectif assez regroupé. Le généralissime Joffre, qui réussit à préparer un peu l'armée française avant qu'éclate la Première Guerre mondiale, va pourtant complètement négliger d'établir un plan B si son plan d'attaque initial échoue, et il va échouer. De plus, les plans d'invasion, le plan Schlieffen, est connu depuis au moins 1914 et aucune réponse n'y a été apportée, ce qui fut une grosse erreur. Et c'est justement le gouverneur militaire de Paris, Gallieni, qui va sauver la France d'une défaite cuisante. Comment ça se passe concrètement? Les Allemands, ils avancent et ils appliquent leur plan d'action, le plan Schlieffen.
Leur force semble inarrêtable, les Français battent en retraite et reculent en bon ordre, malgré tout. Gallieni, il a compris justement le rôle stratégique du renseignement et de l'observation. Il utilise des aéroplanes pour étudier le dispositif allemand et détecte une opportunité. Il y a une possibilité de contre-attaque dans le flanc sans que les renforts allemands aient le temps d'arriver. Il va donc supplier Joffre de lancer une contre-attaque, il va l'obtenir, elle est lancée par Gallieni, et en l'absence de camions en début de guerre justement, il va mobiliser les taxis parisiens, c'est le fameux épisode des taxis de la Marne, pour transporter plusieurs milliers de soldats sur le front. Concrètement, les soldats allemands reculent, Paris et la France sont sauvés. C'est le début d'une très longue guerre meurtrière, dont la France sortira victorieuse justement parce qu'elle va réussir à se transformer, à se moderniser, et l'armée de 1918, l'armée de la victoire, n'aura strictement rien à voir avec l'armée de 1914, et justement celle de 1918 sera peut-être considérée comme la meilleure du monde et la plus moderne. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.